Bonjour et bienvenue sur Contre Pop Culture. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur les BD, en particulier les meilleures BD de ce mois de février 2022. Les meilleures, enfin du moins celles que j'ai sélectionnées et qui m'ont plu. J'ai pas moins de 12 BD à vous présenter. Alors il y a tous les styles, hein, fantastique, science-fiction, fantasy, historique, post-apocalyptique, plein de choses. Une douzaine de BD et à la fin, mon coup de cœur du mois. Donc allez, c'est parti, on ouvre ces belles BD. On commence avec Hurlevent chez Delcourt de Duval, Créti et Maffre. C'est une nouvelle série de fantasy, La Nuit du Chasseur. C'est le premier tome. J'avais été attiré sur cette série parce que j'ai vu Carmen Gaulle m'avait travaillé dessus pour faire un petit peu des designs. Il y a un cahier graphique d'ailleurs à la fin où on voit ces illustrations. Donc on est sur le continent de l'Hélios, qui est une terre désertique où on envoie des prisonniers. C'est un peu un bagne. Il y a des créatures qui s'appellent les orques qui travaillent là-dedans. Et un jeune noble qui a été banni de son royaume, qui là soigne un peu ces créatures et essaie d'aider comme il peut au fonctionnement de ces chantiers. Il va être amené à rencontrer des aristocrates qui viennent en chasse sur ce terrain pour chasser une créature légendaire. Et donc ce petit monde va être amené à partir un peu à l'aventure dans ce territoire désolé. C'est plutôt bien dessiné, j'ai bien aimé le style, les couleurs et l'univers qui est intéressant. Voilà, c'est plutôt chouette, mais c'est un premier tome, donc on ne sait pas trop encore où ça va aller, où ça va mener, donc à voir, mais c'est plutôt intriguant cette histoire et cet univers de fantasy, ce nouvel univers de fantasy. À la fin, on a un carnet graphique, un cahier graphique. On voit les illustrations qu'a fait Armen Golb pour aider au design de cette histoire. Donc voilà, c'est plutôt pas mal fait. À voir ce que ça va donner. Hurlevent, si ça va percer dans la fantasy. Ensuite, chez Ankama, Adlivum. Adlivum, c'est l'univers du bateau, de la mer, avec la fameuse histoire en 1847 de l'Érébus et du Terror, qui sont des navires qui ont disparu, hein, ça c'est un fait historique, en allant chercher un passage dans le nord, dans les glaces, et tout l'équipage, les équipages n'ont jamais été retrouvés. Et bien là, on est à cette époque-là, et eh bien, les riches armateurs cherchent à donner des primes pour que des navires essayent d'aller trouver des rescapés, essayent de savoir ce qui s'est passé. Et là, on suit le capitaine d'un de ces navires qui décide d'y aller et décide d'aller les retrouver. Alors, le terme qui m'est vraiment sauté à l'esprit quand j'ai lu cette BD, c'est fantasmagorique. On est dans cette espèce d'aquarelle avec des brumes, dans les tons gris, froids. C'est très. Vraiment, il y a vraiment un univers, c'est très. Ouais, on a l'impression de voir des fantômes partout, il y a du rêve, il y a le côté onirique. Voilà, le capitaine a des visions. Et donc voilà, c'est vraiment l'atmosphère qui détermine le plus, je trouve, cette BD, où voilà, on les voit partir à la recherche de ces navires disparus dans le nord. Et vous voyez, il y a des images comme ça avec des visions. C'est très bien dessiné, hein, aquarelle, voilà, tout en lavis. Voilà, j'ai trouvé que c'était bien, franchement sympa en un seul tome. Adlivum, on retrouve vraiment cette atmosphère de la mer magique. Ensuite, on reste dans le fantastique avec chez Daniel Maguen de Desberg et Sandoval, Volage, Chronique des Enfers, une histoire en un seul tome aussi. Desberg, c'est un scénariste qui est très connu, donc c'est pour ça que je me suis intéressé à ce livre. Là, on plonge dans les enfers. Dans les enfers, on y est carrément. Notre personnage principal vient de mourir. C'était un assassin qui était dans un futur proche et qui avait des dons de télékinésie, de psychologique, et mentaux. Et donc du coup se retrouve, boum, dans les enfers, avec une vision, voilà, on se retrouve, voilà, c'est très sanglant, sanguinolent, avec de la chair partout, et des visions cauchemardesques.
Et donc, il est enfermé là-bas. Il se retrouve du coup avec des personnages historiques monstrueux comme Jack l'Éventreur, Anne Bonny, Locuste, un nazi, voilà, des personnages connus historiques et avec lesquels il va essayer de s'échapper de ces enfers. Et ils vont être pris en chasse par des créatures infernales, légendaires, qui vont essayer de les abattre. Donc cette course-poursuite dans ces paysages terrifiants. Donc c'est pas mal fait, franchement c'est bien dessiné. Voilà, c'est très fantasy sombre, c'est très noir. Mais franchement, il y a de très très belles images. C'est une histoire en un seul tome, avec de très beaux plans, de très belles images. Voilà. Après, voilà, j'ai trouvé que la couverture finalement n'était pas trop en adéquation avec l'histoire, parce que c'est vraiment une chronique des enfers. On suit un personnage qui va rencontrer cette créature qui s'appelle Volage. Mais voilà, là on a l'impression que Volage, ça fait un peu série avec une nouvelle série en suivant une nouvelle héroïne. Alors que voilà, et puis ça fait un peu young adult, je trouve, cette couverture. Alors que c'est vraiment assez sombre, c'est la chronique des enfers, il y a des paysages vraiment bien faits. Ouais, moi j'aurais baptisé ça carrément chronique des enfers, ou quelque chose comme ça, avec une couverture différente, à mon avis. Voilà, donc c'est pas mal du tout, ça coûte 25 € chez Daniel Maguen, si vous aimez le fantastique et ses visions de l'enfer, terrible. Ensuite, de l'action avec Hard Rescue, c'est le tome 2 et la fin de l'histoire de cette édition chez Critique et les Humanoïdes Associés. Donc tome 2 c'est Point Zéro, c'était Antoine Traki qui avait fait le roman, et là il est avec Bosino et Mélie, l'adaptation. Donc c'est le deuxième tome. Le premier tome, on avait une équipe de mercenaires qui partait chercher un artefact étrange au milieu des glaces, et c'est une source d'énergie en fait très puissante, et donc les uns et les autres vont se battre, les gouvernements, les personnages privés, pour essayer d'avoir cette source d'énergie. Et les mercenaires se retrouvent au milieu de tout ça, ils essaient de s'en sortir, de trouver les énigmes de l'endroit où ils sont, et puis derrière d'essayer de sauver ce qui peut l'être dans cette course-poursuite pleine d'action. C'est bien dessiné, moi j'aime bien, vraiment le trait est sympa, c'est bien dessiné, l'action est là, voilà, franchement c'est une bonne pioche en 2 tomes si vous aimez un peu l'action. Hard Rescue, chez Critique, de toute façon c'est toujours plutôt réussi cette collection. Ensuite, chez Dracou, Le Tendre et Boutin Gagné, le sarcophage des âmes, avec une couverture qui claque, un côté magie noire, occulte. Le Tendre, voilà, quand on voit son nom sur une BD, on se dit tout de suite, oula, c'est du sérieux, puisque c'est quand même le scénariste de La Quête de l'Oiseau du Temps, donc c'est un grand scénariste. Donc ça doit forcément être bien. Et là, on est fin 19e, on est avec une société de sorcières qui se retrouvent à se battre pour essayer de ressusciter une entité. Voilà. Donc le dessin fait un peu cartoon, fait un peu jeune, mais l'histoire est plutôt sombre. Donc c'est très coloré, mais en même temps c'est sombre. Donc ça va assez vite, l'histoire s'enchaîne assez vite, et on se retrouve avec des protagonistes, donc cette jeune femme qui a des pouvoirs de sorcière, et sa fille qui va se retrouver attaquée par ces sorcières dans la lutte pour essayer d'éviter que ce personnage terrifiant revienne à la vie. L'histoire est en un tome, il y a une 50aine de pages, ça se lit vite, ça va assez vite. C'est plutôt sympa, franchement, si vous aimez ce côté un petit peu aventure, avec une touche de fantastique, c'est plutôt pas mal. À la fin, il y a marqué fin avec un point d'interrogation, donc peut-être qu'ils feront d'autres histoires dans cet univers qui ne demande qu'à être élaboré et prolongé. Ensuite, un comics toujours chez Dracou. Donc Dracou, les comics, ils n'en faisaient pas trop, et donc là, ils ont eu un coup de cœur pour cette histoire sud-américaine de Alvarez et Borges, The Last Detective, dans un futur proche, un côté un peu détective polar, mais avec un côté un peu anticipation, où il y a des robots qui aident la police.
Et donc du coup, le robot décide que ben, il y a les meurtres qui sont en train d'avoir lieu ne peuvent être élucidés que par un policier qui a été mis en rencard quand il a raté sa mission en voulant justement coincer ce tueur qui utilise une drogue, une drogue terrible qui tue ses victimes. Et donc du coup, ils vont chercher ce policier qui va reprendre du service. Il est un peu cassé, il est un peu abîmé, il est un peu devenu ringard, mais ils vont lui adjoindre une équipière de choc qui est un robot féminin, voilà, et qui va l'aider. Donc ce duo va essayer de résoudre cette affaire qui n'a pas été résolue depuis longtemps. Lui, il a des méthodes un peu à l'ancienne et assez brutales. Et elle, bah, c'est un robot, elle essaie de réfléchir. C'est sympa parce qu'il y a des petits journaux comme ça à l'intérieur. Il y en a plusieurs qui parlent pour un peu s'immerger dans l'univers avec des pubs, avec des articles qui sont intéressants. Donc c'est une histoire en un tome. Voilà, c'est du comics, c'est dessiné, et c'est coloré comme un comics. Il y a un côté un peu sud-américain. Et donc il y a de l'action. C'est pas mal. Franchement, c'est sympa. C'est assez classique dans son déroulement. Mais c'est quand même assez sympa. Voilà, The Last Detective chez Dracou. Ensuite, on va parler de Jodorowsky, parce qu'on a 2 intégrales de Jodorowsky qui sont sorties ce mois-ci. Donc, Kastaka de Jodorowsky et Pastoras, Das Pastoras. L'intégrale chez les Humanoïdes Associés. Donc pour 20 euros, vous avez cette intégrale des Kastaka, c'est une famille des métabarons. Donc ceux qui ont lu les métabarons, les Kastaka, ça leur parle tout de suite. Et donc cette famille de guerriers avec un code de l'honneur très fort qu'on retrouve dans les métabarons, bien sûr. Et bien là, on retrouve un dessin de Das Pastoras qui fait un peu penser au dessin de Jiménez. Donc on est en terre connue, je veux dire, c'est niveau graphique, ça reste bien dans le même type de dessin. C'est très bien dessiné. On va voir comment les Kastaka sont devenus cette famille terrible. Quelle est leur histoire donc sur une autre planète avec d'autres tribus qui se font la guerre avec un code de l'honneur très fort. Et il y a de l'action et toujours que Jodorowsky, les mêmes thèmes un peu la violence, le sexe, voilà, c'est le mysticisme. Il y a plein de choses. Là, vous voyez, magnifique double page assez violente. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé. On retrouve typiquement le genre d'histoire qu'on peut avoir dans la série La Caste des Métabarons. Franchement, on est dedans. Et c'est très sympa. Et pour 20 euros, je trouve que voilà, c'est une intégrale qui vaut le coup. C'est bien. Franchement, un Kastaka de la SF Jodorowsky qui ne changera pas du tout de ce qu'on connaît déjà. Et ils ont aussi ressorti les Humanoïdes Associés, Juan Solo, l'intégrale de Jodorowsky et Bess, ce coup-ci au dessin. C'est un classique, ça coûte 40 euros. Une belle édition. Et là, Juan Solo, on va avoir le dessin magnifique de Georges Bess, qui est super fort moi, je trouve vraiment, qui avait fait le Lama Blanc aussi avec Jodorowsky, qui a fait Dracula, Frankenstein dernièrement. Là, on retrouve ce personnage qui, au début de l'histoire, est crucifié. Alors, on est au Mexique, il est crucifié, il est à la fin de sa vie. Comment il en est arrivé dans ce désert mexicain à se retrouver sur une croix? Eh bien, on va le suivre de sa naissance à la fin de sa vie, dans un cycle où il va il était un enfant trouvé dans les poubelles, dans les rues du Mexique, qui a la particularité d'avoir une queue de chien. Et donc du coup, c'est un véritable, il est traité comme un monstre par les enfants et par les gens, et il va essayer de survivre dans la mafia mexicaine, et on va voir son ascension, et puis après on verra sa chute et voir sa rédemption peut-être. Voilà, c'est un véritable cercle. Jodorowsky, il aime bien faire ça. C'est hyper violent, c'est ultra violent. Juan Solo, voilà, c'est le Scarface, voilà, qui arrive comme au Mexique, qui est prêt à tout, à tuer tout le monde pour arriver à ses fins. Donc c'est très violent. Voilà, il y a beaucoup de sexe, d'érotisme. On est chez Jodorowsky. Des liens de famille terribles aussi, comme d'habitude.
Et puis un superbe dessin avec beaucoup de couleurs en jaune, en rouge, de Bess, franchement, qui fait un super dessin. Voilà. C'est très beau, ce côté mexicain. Et franchement, ça en met plein la vue. J'ai vraiment beaucoup aimé la partie graphique et le scénario, comme d'habitude, avec Jodo. Et là, il a poussé le bouchon assez loin quand même. C'est vraiment violent. Ça envoie, Juan Solo. Si vous aimez être bousculé, voilà, dans une histoire comme ça de tueur à gages prêt à tout pour arriver à ses fins, puis un destin très particulier, franchement, ça vaut le coup. C'est du très très solide. Ensuite, un comics chez 404 éditions. Oui, Live, The Miranda Brothers qui ont fait ça. Franchement, le tome 1 de cette histoire, paru aux États-Unis au départ et qui était regroupé là pour la première fois. Très coloré, un univers qui peut paraître enfantin avec effectivement des enfants qui doivent être amenés par un accompagnant, un adulte, dans cette aventure où en fait on est dans du post-apocalyptique. Le monde est en train de mourir, il y a des maladies, il y a des mutations partout, la Terre va disparaître et des gens ont envoyé des messages d'ailleurs en disant qu'à telle date la Terre allait être détruite et qu'ils ne pouvaient sauver qu'un certain nombre d'enfants qui allaient recevoir des bracelets. Et du coup, ces enfants élus doivent être amenés par un accompagnant à un endroit où ils monteront dans une capsule à l'heure de la fin du monde et ils pourront comme ça perpétuer l'espèce humaine. Donc le thème est sérieux, voilà, c'est très coloré, on voit l'univers des enfants et en même temps c'est très violent. C'est très violent, voilà, il y a des espèces de mutations, les gens deviennent comme avec un virus, comme des sortes de plantes qui attaquent les gens et qui les tuent. Il y a des enfants qui sont tués, contaminés, il y a des tempêtes, il y a des créatures qui sont voilà, des animaux mutants qui sont hyper violents. Et donc du coup ce mélange de très coloré, d'enfance, d'innocence et aussi de la violence du monde dans lequel ils vivent, franchement c'est assez original et c'est sympa. Voilà, ça change de Walking Dead ou de The Last of Us par exemple. Là on a vraiment une histoire qui est du post-apocalyptique mais qui est très très sympa, très bien dessinée, un univers original avec voilà, ces mystères, avec des mutations de personnages incroyables qu'on peut voir, et puis un scénario très bien réalisé. Donc ça c'est le premier tome, il y en aura d'autres, ils continueront à faire d'autres histoires dans l'univers, ils veulent faire tout un univers là-dedans. Donc franchement, très très bonne pioche, je vous le conseille, Willy, comme comics. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, on va aborder la série Chi. On n'a pas eu l'occasion d'en parler pour l'instant sur Contre Pop Culture de Chi. C'est une série qui est maintenant à son tome 5 chez Dargo, de Zidrou et Homs. Alors là, on est au 19e, période victorienne, en Angleterre. Et là, on est au tome 5. Mais si vous voulez voir le début de l'histoire, il y a une intégrale qui est sortie il n'y a pas longtemps des 4 premiers tomes, du premier cycle de Chi, avec donc ces 4 premiers tomes où on va suivre donc dans cette Angleterre 1850 une jeune aristocrate anglaise qui n'avait apparemment rien en commun avec une jeune japonaise. Elles vont se retrouver par des circonstances très particulières à se croiser et avoir un destin commun incroyable. Elles vont, donc là c'est l'exposition universelle, elles vont se connaître. Alors le dessin de Homs, il est absolument extraordinaire, avec beaucoup de tons vert, gris, sépia, des personnages avec des visages très très bien marqués, voilà, des verts, très, on voit vraiment l'Angleterre de cette époque-là, la pauvreté, les rues crasseuses de Londres avec ces enfants qui sont battus, qui sont dans les rues. Et donc cette jeune anglaise et cette jeune japonaise vont se lier
et vont essayer de combattre le royaume anglais et la reine d'Angleterre. Et il va y avoir toute une histoire avec des tatouages japonais et un côté donc fantastique et surnaturel, puisque cette jeune japonaise, elle a un maître aussi, et ils peuvent invoquer des démons. Ils peuvent donc du coup il y a des démons, donc il y a un côté un peu fantastique et surnaturel, mais qui est assez léger, hein, qui vient de temps en temps. Et il y a aussi, ce qui est c'est très original comme histoire parce qu'elle a des ramifications contemporaines, donc on voit aussi l'époque contemporaine avec des personnages voilà, qui ont un lien avec cette organisation qui s'appelle Shi. Et donc du coup, il y a des procès, des explosions, des choses qui se passent dans le côté contemporain et ancien. Donc pendant 4 tomes, il y a eu un premier cycle, et là c'est le tome 5 qui sort, qui s'appelle Black Friday. Et franchement, alors attention si vous voulez pas être un peu spoilé de la première saison, voilà, je vais essayer de pas trop en dire, mais du coup on retrouve les personnages, et le trait de Holmes, il a vraiment gagné, je trouve, en qualité encore plus, et en mise en page. On a vraiment des visages, des mises en page, voilà, la façon dont il présente ces pages, c'est extraordinaire. Là il présente un livre par exemple, et on peut lire sur les côtés, ce qui va amener pour l'histoire. Voilà, il y a vraiment des choix de mise en page, de graphique. C'est très très beau, c'est très très bien fait, et franchement, c'est un régal au niveau graphique. Et comme le scénario est très intelligent, et bien c'est intéressant. Là, on part sur un nouveau cycle. À nouveau, au niveau contemporain, on suit des enquêteurs qui enquêtent sur la disparition d'enfants. Et voilà, donc là, et en fait, on a un côté présent et passé, toujours. Et franchement, Homme, c'est très très beau. Il y a un côté très féministe aussi de la bande dessinée, puisque ce sont deux femmes qui luttent contre une société d'hommes. Et voilà, les hommes sont souvent présentés comme des monstres. Voilà, et là, on va parler de cette révolte des Hungry Mothers, voilà, qui a été réfrénée dans la violence en Angleterre. Donc franchement, ce deuxième cycle est censé être prévu en 2 tomes. C'est une très très bonne série, Chi. Elle est vraiment excellente. Je vous la conseille. Elle est pas tant fantastique que ça en termes de surnaturel, pour l'instant du moins. Mais franchement, elle est très très bien. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Et au coup de cœur du mois, le coup de cœur du mois, c'est La République d'Ukraine de Brugagias et Toulot, chez Dargaud. Donc une belle histoire en un tome, voilà, un beau livre comme je les aime. Franchement, c'est bien édité, ce sont les pirates. Et tout de suite, voilà, on voit c'est les Antilles. Moi, j'aime beaucoup les histoires de pirates. Déjà, il y a une introduction qui explique un peu l'histoire des pirates. Alors, ce duo avait fait Ira Die, une histoire déjà ensemble. Il y en a un qui est historien, et donc forcément, donc du coup, c'est carré. Et le dessin est très bon aussi. Là, on est en 1718. Voilà, on est tout de suite avec le journal de bord des pirates. Et on est tout de suite sur la prise d'un bateau avec des scènes d'action très très bien dessinées. Et donc, voilà, le capitaine des pirates, franchement, c'est de la belle ouvrage. Le côté historique est là. Les dessins sont très bons. Ça fait classique, mais en même temps, il y a un côté moderne des dessins. Ça fait quand même travailler. Voilà, donc j'aime bien le style de dessin. On est vraiment avec des belles pages, avec des bateaux. C'est franchement, c'est bien fait. Tout le côté pirate est là. Et en fait, on a 2 navires. On a un navire en fait qui fait une prise, et du coup, on a un capitaine de pirate, un nouveau capitaine pirate qui a un nouveau bateau et qui va faire une première prise, et il va tomber sur un navire désolé où il y a des esclaves en fait qui ont été emprisonnés, et donc une femme mystérieuse qui se présente à eux. Et là, ils sont entourés de ce peuple qui a été emprisonné. Et du coup, ils vont s'allier
ils vont s'allier pour essayer de battre les oppresseurs. Il y a un côté très social, avec une représentation. On sent bien que les auteurs parlent de notre vie de maintenant, dans leur introduction. Voilà, ils trouvent que l'univers des pirates, où il y avait toute une organisation qui était très démocratique dans les bateaux de pirates, voilà, on peut retrouver maintenant avec les problèmes qu'on peut avoir dans la société. Donc on voit bien qu'il y a un côté un peu politique aussi, dans leur façon de présenter les choses. Et donc, du coup, cet équipage de pirates va s'agrandir et va essayer de faire des prises. Et va essayer de créer la République du Crâne, voilà, d'essayer de trouver un endroit où ils pourraient tous vivre. Il y a donc des batailles, il y a vraiment très très bon dessin, franchement, très très belle. Et en plus, c'est une sacrée BD parce qu'il y a plus de 200 pages. Et à la fin, vous avez un cahier graphique, enfin historique, avec voilà, toute l'histoire un peu sur la colonisation dans les Amériques, la naissance de la piraterie moderne, le système de fonctionnement des pirates, et puis ce qui a inspiré cette reine noire de cette histoire, l'ombre de Njinga. Voilà, donc c'est franchement très moderne, très sympa cette approche des pirates. Et une belle histoire, bien dessinée, enfin franchement c'est du solide. Bravo à Brujas et Toulotte chez Dargaud pour la République du Crâne, coup de cœur de ce mois chez Comprends Pop Culture. Ensuite, je voulais faire un dernier point en vous parlant d'un magazine qui est sorti ce mois-ci, le deuxième tome de Métal Hurlant. Alors, je vous avais parlé du premier tome, qui était du premier numéro du revival de ce mensuel si connu, voilà, qui avait un petit peu déçu parce qu'il n'y avait que des histoires nouvelles d'auteurs qui n'étaient pas au niveau de l'ancien Métal Hurlant, puisque l'ancien Métal Hurlant était très provocateur, très voilà, c'était incroyable, c'était ce qui faisait le sel de Métal Hurlant. Et c'est vrai que ce nouveau métal était un peu sage, et les BD étaient sympas, étaient intéressantes, mais c'était de la SF un peu classique. Du coup, ça a été repris en main, ce deuxième numéro de Métal Hurlant, avec un nouveau rédacteur en chef. Et ce deuxième tome, en fait, revient qu'avec des histoires anciennes déjà publiées dans le vieux Métal Hurlant, donc 1975-1984, que des histoires anciennes, donc les classiques qui ont fait Métal Hurlant, avec Long Tomorrow de Moebius. Voilà, c'est le même principe, hein, ils expliquent à chaque fois à un auteur une petite histoire courte. Donc The Long Tomorrow, qui est un classique. On a Jean-Pierre Dionnet qui est revenu en force pour expliquer en fait l'esprit Métal Hurlant. Et donc on revient sur la genèse de Métal Hurlant. Il y a une longue interview à la fin de Jean-Pierre Dionnet. On a, vous voyez, Casa. Donc c'est toutes les histoires un peu cultes de l'époque Métal Hurlant. Donc Casa, on a des choses absolument incroyables parce qu'à l'époque c'était publié, mais là ça ne le serait plus maintenant. Ce serait censuré, enfin ça l'est du coup, mais c'était incroyable. On publie plus des BD comme ça. On a Druillet, on a Les Armes des Conquérants de Galles avec Dionnet. Voilà, on a vraiment tout plein d'histoires de l'époque métal. Donc que des anciennes publications, ne vous attendez à rien de nouveau. Donc ceux qui ont déjà les métals ou qui ont déjà ces BD, c'est pas la peine. Mais pour ceux qui ne connaissent pas toute cette époque-là de Métal Hurlant, il y a des couvertures, ouais, il y a l'explication un peu de ce qu'ils avaient fait. Franchement, ça vaut le coup. Parce que là, à la fin, vous avez une histoire de Druillet en noir et blanc. Voilà, c'est super bien. Et ça montre bien qu'à l'époque, là ça coûte dans les 20 euros quand même, hein, le magazine, donc c'est pas donné, mais bon, il y a pas mal de pages. Ça montre bien qu'à l'époque, il y avait vraiment un esprit différent. Et en fait, ils essayaient de comprendre comment ça a fonctionné si bien Métal Hurlant. Et on voit que c'est Jean-Pierre Dionnet qui travaillait vraiment au feeling, à l'intuition, et qui suivait un peu ses coups de cœur, et qui essaie d'expliquer un peu son fonctionnement dans ce magazine. Donc voilà, si vous avez envie de découvrir toute cette période Métal Hurlant, j'avais fait une vidéo sur toute cette période Métal Hurlant en vous présentant un peu tout ça, que vous pouvez aller voir si ça vous intéresse.
eh bien, Sodest Magazine qui est disponible en librairie, voilà, pour découvrir les bonnes feuilles, les bonnes histoires de l'époque Mitterrand. Il y aura d'autres numéros comme ça, anthologiques. Et puis, il y aura aussi des numéros avec des nouvelles publications, des nouvelles histoires. Ils vont essayer d'alterner, je crois, un peu l'ordre de publication entre les vieilles choses et les nouvelles. Voilà ce que j'avais à vous dire sur Metal. Et puis, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires, bien sûr, comme à chaque fois. J'aurai vraiment plaisir à vous répondre. Allez, à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Contre en Pop Culture. Au revoir.